Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, élargit son domaine d'intervention dans le cadre de ses œuvres sociales. Des travaux d'éclairage public de la ville de Bamako en lampadaire ont été lancés ce matin au Monument de la Paix. Ce sont 1430 poteaux qui seront implantés sur 2 grandes artères allant de la ville à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Faire de Caille le laboratoire de la résilience climatique du monde. C'est la volonté des participants au Forum international sur la résilience climatique qui se tient dans la Cité des Rails. Le forum regroupe l'ensemble des acteurs du Mali et de l'étranger. Nous ferons le point avec nos correspondants régionaux. C'est parti pour les activités de la première semaine internationale de l'artisanat Touareg à Bamako. Le thème est Touareg, vecteur de paix et de réconciliation dans les pays de l'AES. Cette espèce permet un brassage culturel entre les communautés. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre en charge de l'artisanat, Mamou Dafé. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou aborde un sujet d'une actualité brûlante. Il s'agit du blanchiment de capitaux, un processus par lequel des criminels dissimulent l'origine illicite de leur avoir. Phénomène complexe, le blanchiment de capitaux avec ses répercussions négatives représente un défi majeur pour l'économie mondiale. Voilà pour les titres. Fidèles téléspectateurs de ORTM1, vous servirait un plaisir. Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition par cette bonne nouvelle. La flotte de l'armée de l'air s'agrandit. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers le ministre de la Défense et des anciens combattants, met à la disposition des femmes de nouveaux vecteurs aériens plus performants. Des équipements qui vont permettre à l'armée malienne de lutter efficacement contre le terrorisme. Le reportage de Abdoulaye Sako au cours de cette édition. Carnet d'audience du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile, a eu des séances de travail ce matin avec les membres de l'Association pour le développement du Cercle de Bourem et ceux du réseau des jeunes leaders politiques du Sahel. Les hôtes du jour sont venus partager leurs préoccupations avec le président de l'institution et solliciter son accompagnement. Le compte-rendu de ces audiences avec Boubacar Bablin Touré. Du carnet d'audience du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, 2 rencontres. La première a concerné l'Association pour le développement du Cercle de Bourem, ADCB. La délégation est venue échanger avec le président de l'institution sur un certain nombre de préoccupations de la localité. Nous sommes porteurs d'un message des populations du Cercle de Bourem. Bourem a beaucoup de préoccupations. Entre autres préoccupations, il s'agit vraiment du barrage de Taoussa. Il s'agit de l'érection du Cercle de Bourem en région. Il s'agit des conséquences des inondations
consécutives non seulement aux pluies diluviennes, mais aussi aux crues du fleuve Niger. Il s'agit de l'insécurité grandissante qui empêche toute activité économique aujourd'hui, en tout cas de façon normale, dans l'ensemble du territoire du cercle. La seconde audience est accordée au réseau des jeunes leaders politiques du Sahel. L'organisation est venue non seulement présenter son nouveau bureau, ses objectifs, mais aussi prendre conseil auprès du président Katile. Nous avons commencé une tournée qui nous a conduit chez d'autres institutions. Nous sommes aujourd'hui à la 7e institution de la République du Mali pour venir dans un premier temps présenter le bureau du réseau sahélien et ensuite procéder à la présentation du bureau du réseau du Mali et aussi échanger avec le Conseil économique, social, environnemental et culturel sur le fonctionnement de l'institution et voir les perspectives de partenariat que nos deux institutions pourront avoir ensemble dans l'avenir. Le cadre a été mis à profit par les membres du réseau pour remettre une distinction au président Katile pour son engagement pour le pays. À présent, le communiqué numéro 23 de la Maison de la Presse suite à la coupure du signal de Joliba TV News. La Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de la presse ont constaté ce mardi 26 novembre 2024 la coupure du signal de Joliba TV News conformément à la décision portant retrait de service de la télévision Joliba TV News. La Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de la presse rappellent que la coupure du signal n'entrave pas la procédure d'examen du recours gracieux de Joliba TV News et la médiation de la commission. La Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de la presse saluent le climat qui a prévalu lors des échanges avec le collège de la HAC le lundi 25 novembre 2024 et son engagement à diligenter le traitement du recours gracieux tout en prenant en compte les initiatives de médiation pour un dénouement heureux. Par ailleurs, la Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de la presse condamnent les campagnes de désinformation, de dénigrement, d'injures, de mensonges orchestrés sur les réseaux sociaux concernant la gestion de cette affaire. Je vous le disais à l'instant, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, élargit son domaine d'intervention dans le cadre de ses œuvres sociales. Les travaux d'éclairage public de la ville de Bamako en lampadaire ont été lancés ce matin au monument de la paix. Ce sont 1430 poteaux qui seront implantés de la ville aux Trois Caïmans à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. L'objectif est d'assurer la mobilité des usagers tout en luttant aussi contre l'insécurité. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako et du conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Le reportage de Ari Djoumatina. Faisant partie des artères les plus importantes dans le district de Bamako, l'éclairage sur l'axe monument de la paix aéroport international, président Modibo Keïta Sénou, ainsi que l'axe pont des martyrs à l'aéroport, va être renforcé pour faciliter davantage la mobilité des populations. Les artères seront dotées d'ampoules solaires pour lampadaires, 1434 poteaux, dont 630 pour le pont FAD aéroport, 833 pont des martyrs aéroport de 800 watts avec un temps de charge de 6 à 7 heures et un temps de fonctionnement quotidien de 12 heures. Permettez-moi au nom des membres de la délégation spéciale, du personnel de la mairie et en mon nom propre, d'exprimer notre gratitude au général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, pour son appui et son accompagnement constant. Notre joie et notre satisfaction, l'éclairage public étant de la responsabilité de la mairie du district, l'appui du président de la transition contribue à l'atteinte de cet objectif. Cette action citoyenne se situe dans le cadre de l'expansion du programme des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta.
Les œuvres sociales se diversifient. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'éclairage public en panneaux solaires de 2 grandes artères de Bamako. Le président de la transition veut apporter son aide aux Maliens en général et des usagers des riverains de ces 2 axes. Apporter un peu de commodité au Bamako en général. Aider aussi EDM parce qu'il n'y a pas longtemps, on a remis 25 groupes à EDM, toujours dans le cadre des œuvres sociales. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de l'installation de ces lampadaires solaires. On sait que le problème d'électricité et d'obscurité est un problème à Bamako aujourd'hui. La solidarité ne doit pas se limiter aux œuvres sociales et que d'autres personnes qui ont d'autres moyens puissent imiter le président de la transition afin que les Maliens aient leur bonheur. Le renforcement de l'éclairage des 2 axes contribue non seulement à l'embellissement de la capitale, qui fait partie des missions prioritaires de la délégation spéciale, mais aussi à la sécurité des usagers. Les travaux d'installation des ampoules solaires sont confiés à l'entreprise Global Commerce Multiservice pour un délai de 2 semaines. Près de 3 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet Initiative de déploiement des sages-femmes en milieu communautaire au Mali. Le projet qui tire vers la fin est mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population. Ce sont plus de 200 sages-femmes qui ont été déployées. Les acteurs sont réunis pour une évaluation. Tchemoro Konaté y était également pour ORTM 1. 203 sages-femmes déployées depuis janvier 2023 pour étayer les efforts du gouvernement en matière de protection maternelle, néonatale et infantile. Il s'agit d'un projet de 2 ans qui s'intitule « Initiative de déploiement des sages-femmes en milieu communautaire au Mali ». Sa mise en œuvre est assurée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Il intervient dans les régions de Koulikoro, Sigasso, Ségou, Tombouctou, Gao et Menaka. La présence de ces sages-femmes a multiplié par 3 la fréquentation des maternités. Ce multiplicateur de 3 a également été observé pour les nouvelles demandes de planification familiale de méthodes modernes, également observé pour les consultations prénatales, donc multipliées également par 3, ainsi que les consultations postnatales, et ça inclut également les nouveau-nés, également multipliées par 3. Mais également, elles ont participé par exemple à des cliniques mobiles, donc pour aller chercher les populations qui sont éloignées des centres de santé, aller dans les camps de réfugiés, les camps de déplacés. Un bilan satisfaisant auquel le gouvernement accorde un intérêt particulier, rappelle le secrétaire général du département des tutelles, saluant l'apport de ces sages-femmes dans l'offre de soins au niveau communautaire. La disponibilité des ressources humaines de qualité fait partie des objectifs bien entendu de progrès, mais aussi fait partie de l'engagement du gouvernement rien que pour la qualité des services et particulièrement dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Il a été montré bien entendu que les ressources humaines et surtout notamment aujourd'hui nous sommes avec les sages-femmes jouent un rôle très prépondérant dans cette diminution de façon drastique. Toutefois, force est de reconnaître que le projet Initiative de déploiement des sages-femmes en milieu communautaire au Mali se heurte à des difficultés d'ordre administratif, notamment leur inscription à l'INPS et à l'ordre des sages-femmes et surtout leur maintien dans les zones d'accueil. L'ONG Think Peace mobilise ses partenaires pour la cause des enfants, surtout ceux qui sont victimes de mariage d'enfants et enrôlés par des groupes armés. Il s'agit pour les acteurs de mener la réflexion sur ces différentes questions afin de parvenir à des recommandations pertinentes qui seront soumises à qui de droit. Le reportage de Souleymane Sidibé. C'est pour parler de la protection des enfants et jeunes du Mali que l'ONG Think Peace et ses partenaires sont réunis autour de la table. Ainsi, ils examinent ensemble les recommandations issues des études sur le mariage d'enfants et la participation des enfants et jeunes au processus décisionnel. Ces 3 thématiques sont contenues dans le rapport du projet Voix des enfants pour la paix au Sahel, Web Sahel. Ces différentes recommandations centrées sur des thématiques cruciales telles que le mariage d'enfants, le recrutement par des groupes armés, et l'implication des enfants et des jeunes doivent devenir des outils de transformation pour bâtir un avenir meilleur. Le projet Web Sahel a une particularité car les études sont menées par des enfants qui en sont eux-mêmes les bénéficiaires. Grâce à Web Sahel, nous avons pu montrer à certains jeunes qu'il existe bien d'autres méthodes comme l'éducation ou les formations. Mais cela reste un défi. Les causes de ce recrutement telles que la pauvreté et le manque d'opportunités ne sont pas réglées.
eh bien le problème va persister. Cette table ronde est une réelle opportunité de mettre en lumière la cause des enfants, surtout à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, 20 novembre. C'est l'occasion aussi pour moi de saluer les efforts de Think Peace et ses partenaires sur les efforts de la mise en œuvre du projet Web Sahel au niveau de Kourou. Le projet Web Sahel vise à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives en protégeant les droits des enfants. Au cours de cette table ronde, les participants vont examiner les recommandations et les traduire en actions concrètes. Faire de la région de Kayes le laboratoire de la résilience climatique, c'est l'ambition affichée par les participants au Forum international sur les changements climatiques dans la cité des rails. C'est une initiative du Conseil régional du patronat de Kayes. Le forum devra aussi permettre de renforcer les capacités locales pour faire face aux changements climatiques en développant des stratégies d'adaptation dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'eau, l'environnement et l'élevage. De Kayes, la correspondance de Kansoutou Kanoudi. Il s'agit pour les participants venus des régions de Kayes, Ségou, Koulikoro et de la France au cours de cette première édition du Forum international sur la résilience climatique au Sahel de débattre sous la houlette des experts et chercheurs en climatologie de renommée internationale autour de 3 thématiques cruciales qui sont entre autres les politiques climatiques adaptées à nos réalités locales, les transitions énergétiques et l'importance des énergies renouvelables et l'urbanisation clé d'un développement résilient dans notre région. Ce qui nous a poussé à organiser ces forums-là, c'est le 3 avril précisément. Nous avons vu une augmentation des températures jusqu'à 53 degrés. Il y a eu trop de morts, des maladies, surtout chez les enfants et les vieillards. Le mois d'avril, c'est pas loin. Ça doit venir encore. Donc il faut quand même qu'on fasse des efforts pour vraiment atteindre un peu cette température-là. Il y a des pays qui ont déjà fait. Nous avons la chance en réalité, on pense que l'Afrique est perdante. Dans le changement climatique, on ne perd pas. Le soleil que nous avons ici a été avant nous, ce soleil est là avec nous, après nous ce soleil restera. Et c'est la meilleure source d'énergie renouvelable qui existe au monde. Donc nous devons transformer cet avantage compétitif en énergie qu'on peut revendre à ceux qui ont besoin d'énergie. Notre volonté est simple, c'est de faire Kayes le laboratoire de la résilience climatique pour le monde. Et cela est possible. Pour preuve, hier nous avons visité la terre dite maudite, que le président a pu revitaliser sur une 50aine d'hectares, avec 40 000 pieds d'arbres plantés en vue de la production de la gomme arabique. Nous souhaitons partager les connaissances sur les défis climatiques, encourager l'innovation dans les domaines clés comme l'agriculture durable, les énergies renouvelables et l'urbanisation résiliente, et mobiliser les ressources nécessaires pour transformer nos engagements en actions concrètes. Selon Ulrika Misoko, représentante du ministre de la Jeunesse et des Sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne, la région de Kayes montre l'exemple et joue sa partition en étant non pas une spectatrice, mais une actrice de premier plan dans la lutte contre le changement climatique. La Direction générale des collectivités territoriales organise une session de mise à niveau de ses agents sur la gestion financière et comptable. Le but est de renforcer les compétences de 273 auditeurs et élus issus de 91 communes des régions de Sikasso, Ségou et San. Batraoré nous donne des détails. Au CFCT, Centre de formation des collectivités territoriales, le renforcement des compétences des auditeurs est perçu comme une exigence de transparence et de redevabilité pour la gestion des affaires. C'est tout l'intérêt de la série de formation des élus communaux enclenchée depuis longtemps. 273 auditeurs issus de 91 communes des régions de Sikasso, Ségou et San sont en session de 4 jours sur la gestion financière et budgétaire des collectivités territoriales. Nous sommes dans une exigence de redevabilité, une exigence de transparence dans le contexte du moment. L'objectif visé, c'est de renforcer les capacités des collectivités territoriales pour l'amélioration de la gouvernance financière et pour l'amélioration des services qui sont offerts aux populations. Tout en mesurant la pertinence de la session, le représentant du ministre en charge de l'administration territoriale invite les participants à saisir l'opportunité qui leur est ainsi offerte. La refondation de l'État, tant prônée depuis l'avènement de la transition, induit l'émergence des collectivités territoriales capables d'impulser une dynamique vertueuse
de développement régional et local cohérent et durable au bénéfice de nos concitoyens. Une gestion financière rigoureuse et transparente, on ne le dira jamais assez, est non seulement une exigence légale, mais aussi et surtout une condition essentielle pour restaurer la confiance des citoyens et garantir l'efficacité des services publics locaux. Cette session de formation s'est déjà tenue à l'intention des auditeurs de plusieurs cercles. Elle devrait être élargie à toutes les communes du Mali selon le planning de la Direction générale des collectivités territoriales. Le ministère de l'Agriculture développe le concept agroécologie qui désigne un ensemble de concepts et de pratiques dans lesquels les connaissances de l'écologie scientifique sont utilisées pour la production agricole. Les bénéficiaires de cette formation sont les membres du comité de pilotage de l'agroécologie. Cette session se veut une plateforme pour poser les bases d'une transformation profonde. Le reportage de Fantama Magnantao. L'agroécologie n'est pas une idée nouvelle en Afrique et notamment au Mali. Et c'est pourquoi le ministère de l'Agriculture a initié cette formation de 3 jours. La session a permis aux acteurs concernés de partager des expériences et les bonnes pratiques en matière d'agroécologie en Afrique et d'identifier les obstacles liés à l'adoption de l'agroécologie. Nous attendons beaucoup des recommandations de cette formation et qui permettent en tout cas à ces membres du comité d'être formés et de prendre connaissance des autres stratégies qui existent dans d'autres pays qui ont fait des effets positifs. Donc c'est pourquoi je les ai exhortés à ne ménager aucun effort pour maîtriser les techniques, pour outiller le Mali d'un document stratégique dans le cadre de l'agroécologie et de sa transition au Mali. Selon l'ONG Mali Folk Center, cette formation n'est pas simplement un espace de discussion, mais une plateforme pour poser les bases d'une transformation profonde. C'est salutaire que le ministère de l'Agriculture du Mali, donc, avec ses différents partenaires, donc, ont pensé à promouvoir l'agroécologie, qui n'est pas une pratique nouvelle, qui est une pratique ancestrale, mais qui peut être améliorée avec les pratiques modernes. Donc nous pensons que c'est vraiment important d'avoir une telle stratégie. Et le Mali Folk Center, qui est une ONG, c'est-à-dire nationale, engagée depuis plus de 25 ans dans les questions environnementales, les questions de développement économique, nous avons trouvé que c'est une belle opportunité d'accompagner ces processus. L'ONG Mali Folk Center est le partenaire technique et financier de cette première session de formation en agroécologie et sa transition au Mali. Au dire des organisateurs, l'agroécologie est l'une des solutions pour réinventer l'agriculture et avoir des terres durables. À Ségou, des experts nationaux et internationaux se retrouvent pour analyser les données collectées sur l'état de la sécurité alimentaire au Mali. Il s'agit des évaluations du système d'alerte précoce au titre de la campagne agricole 2024-2025. De Ségou, la correspondance de Honoré Chenou. Il s'agit à travers cet atelier d'analyser les données collectées sur l'état de la sécurité alimentaire au Mali et dégager des pistes d'intervention pour soutenir les populations vulnérables. Un exercice avec des experts du SILS à travers le système d'alerte précoce. Le gouvernement du Mali joue un rôle clé dans ce processus, notamment grâce au système d'alerte précoce. Les résultats de cet atelier permettront de mieux planifier les interventions humanitaires et d'assurer que l'aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous partagerons nos expériences et développerons des stratégies communes pour renforcer la sécurité alimentaire au Mali. 6 jours durant, des experts nationaux et internationaux portent leurs réflexions sur les données relatives à l'insécurité alimentaire afin de pouvoir y faire face convenablement. Une évaluation provisoire de l'état de vulnérabilité alimentaire à travers le présent cadre. Le cadre harmonisé est devenu l'outil de référence de toutes les actions de sécurité alimentaire et nutritionnelle conjoncturelle au Mali. C'est pourquoi les résultats de vos travaux sont vivement entendus pour permettre au gouvernement et à ses partenaires d'anticiper sur la gestion des questions de vulnérabilité alimentaire. Toutes ces informations sont préalablement passées au crible et validées au cours des différents ateliers de restitution. Au terme des travaux, des pistes d'intervention pour soutenir les populations vulnérables au titre de la campagne alimentaire et nutritionnelle 2024-2025 sont dégagées. Elles permettent une prise en charge efficace et efficiente des populations vulnérables. De Ségou, nous sommes à Sikasso où l'ANP, l'Agence nationale pour l'emploi, a initié des journées portes ouvertes.
L'objectif est de faciliter l'insertion des jeunes dans les filières porteuses appuyées par les programmes de l'UCSEV, agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Le reportage de Moussokoro Sérimé de Daouda Konati. Promouvoir le travail décent, l'emploi productif, la protection sociale et l'autonomisation socio-économique des femmes. Voilà tous les sens de ces journées portes ouvertes dédiées à l'emploi et à la formation professionnelle de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi. Des espaces d'échange, des connexions et d'opportunités qui permettent aux demandeurs d'emploi, aux primo et potentiels entrepreneurs des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala de bénéficier des outils solides pour s'adapter aux réalités actuelles du marché du travail. Nous osons espérer à travers ces journées que les jeunes sortent massivement, demandent et questionnent l'ensemble des acteurs qui sont là pour pouvoir avoir leurs propres sentiments et voir réellement le processus et le parcours qu'ils doivent désormais emprunter pour être des entrepreneurs sur lesquels le Mali pourra compter et la région pourrait compter. Une dynamique d'insertion socio-économique et professionnelle à travers laquelle l'agence entend toucher près de 400 acteurs. L'initiative se tient à un moment où le document des politiques de promotion des filières porteuses est en cours d'élaboration dans la région de Sikasso. Les efforts du Conseil régional et de ses partenaires sont conjugués pour la professionnalisation des acteurs, la formation, l'emploi et l'insertion des jeunes. Ce document constituera également un outil d'orientation vers les unités du secteur agricole. Chaque année, près de 300 000 jeunes rejoignent le marché du travail. Dans ce contexte, l'engagement en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle est crucial, car il constitue un levier fondamental pour le développement durable et la prospérité collective de notre région. Ces journées portes ouvertes de l'ANPE sont soutenues par l'UCSEDEV, agence luxembourgeoise pour la coopération au développement, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ces programmes dédiés au développement rural, à la sécurité alimentaire, à la formation et à l'insertion professionnelle. Les activités de la 8e édition du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose se poursuivent jusqu'au 30 novembre au Point G. L'objectif est d'informer et sensibiliser l'opinion publique sur la drépanocytose, nous dit Fantama Magnantao. La drépanocytose, considérée comme la 4e priorité au rang de santé publique, est une vraie préoccupation des autorités. C'est pour cette raison que les acteurs de la santé tiennent cette formation de 2 semaines pour franchir des pas importants dans le combat contre la drépanocytose. Cette année, nous avons enregistré une vingtaine de participants venus de 5 pays différents. Et donc, pour nous, c'est l'occasion de faire en sorte que nous fédérions nos efforts en matière de lutte contre cette maladie qui constitue un fléau dans nos pays. Le but, c'est de donner une masse critique de praticiens compétents capables de prendre en charge la maladie drépanocytaire. Selon le DG du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, c'est une maladie qui est incurable mais qui se soigne bien. Pour ce faire, il faut des praticiens à proximité des malades, mais bien formés, d'où l'intérêt de ce diplôme universitaire de drépanocytose. C'est une session qui est unique dans la sous-région et donc elle donne l'opportunité de se former, d'acquérir des compétences pour agir. Et aujourd'hui, il se trouve que cette maladie elle est répandue dans tout le pays. Et vous savez que le système de santé est tel qu'il y a des praticiens d'où que les malades existent, ce qui fait qu'il y a un besoin. Notons que ce diplôme universitaire offre l'opportunité à l'ensemble des médecins de la sous-région formés de doter leur pays des praticiens compétents capables de lutter efficacement contre la maladie de la drépanocytose. Le COFIMA, collectif des femmes des impôts du Mali, aux côtés des enfants du village SOS de Salankoroba, les pensionnaires de ce centre ont reçu des vivres et non-vivres. Les temps forts de cette cérémonie de remise avec Mariam Sissoko. C'est un village SOS en fait qui a accueilli ses hôtes ce samedi 23 novembre 2024 à Salankoroba, à une quarantaine de kilomètres de Bamako.
Il s'agit des membres du collectif des femmes des impôts du Mali, COFIMA. Une visite surprise pour les pensionnaires du village avec tout ce que ces mamans ont décidé de leur offrir. La remise des vivres et de non-vivres a suscité chez l'encadrement et les pensionnaires un acte de reconnaissance. Nous avons à charge plus de 400 enfants parce que nous avons 4 villages de à peu près 100 enfants, sinon même 120 enfants par village. Chaque don est une épine qu'on nous enlève du pied. Et une initiative dans laquelle on a reçu en nature et en don au moins un minimum, disons, de 6 millions, ne peut que soulager nos efforts parce que un enfant qui n'a rien demandé à personne pour être dans cette situation doit être accompagné pour qu'il puisse avoir un bien-être et réussir dans sa vie. Selon les donatrices, leur geste a pour l'unique motivation le bien-être et la prise en charge de tous les enfants du village SOS de Sanankuruba afin de leur garantir un avenir meilleur. Une tradition qu'elle respecte depuis des années maintenant. L'objectif vidé est d'assurer le bien-être à tous ces enfants qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de solidarité et de bien-être, notamment leur éducation. Ils sont là, ils sont confiés à ce centre qui fait tout et c'est tout le monde qui doit les aider. Les directeurs de SOS Village invitent les personnes de bonne volonté à emboîter le pas du COFIMA. C'est une marque de collaboration et de souci, en tout cas des Maliens et des Maliennes à la cause de ces enfants. L'apport qu'ils ont fait à travers les donations en argent, environ 6 millions et aussi les autres biens vivriers. Je souhaiterais que beaucoup de personnes de bonne volonté imitent ces braves femmes-là dans ce beau geste-là, dans ce geste noble de solidarité que les hautes autorités du pays même en demandent. Selon les hôtes du jour, il est impératif pour tous les acteurs engagés dans la lutte pour le bien-être des enfants de redoubler d'efforts afin que les enfants, qui représentent l'avenir du Mali, vivent et s'épanouissent dans les meilleures conditions. Voyons à présent l'actualité des FAMA sur le théâtre des opérations. Les forces armées maliennes ont repoussé vigoureusement une attaque terroriste dans la région de Kaï, suivant le commentaire de Abdoulaye Sakou. Dans le cadre de l'opération Maliko, les forces armées maliennes poursuivent leur mission régalienne de sécurisation du territoire national. Ainsi, ce lundi 25 novembre 2024, un groupe de terroristes a tenté une attaque contre le poste de sécurité de Sandaré dans la région de Kaï. Cette tentative n'a pas été couronnée de succès en raison de la réaction immédiate et déterminée des FAMA. L'attaque a été rapidement contrée et les assaillants ont subi de lourdes pertes face à la riposte des FAMA. Les FAMA ont récupéré une trentaine de motos derrière les quelques fiars rattrapés par les aéronefs qui les ont immédiatement pris en chasse et neutralisés. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que les opérations de recherche se poursuivent activement pour neutraliser tous les membres de ce groupe terroriste. Aucun stratagème n'échappe à la vigilance des FAMA. Et justement, la flotte de l'armée de l'air s'agrandit. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers le ministre de la Défense et des anciens combattants, met à la disposition des FAMA de nouveaux vecteurs aériens plus performants, des équipements qui vont permettre à l'armée malienne de lutter efficacement contre le terrorisme, nous dit Abdoulaye Sakou, qui a suivi la cérémonie de remise. Loin des regards, dans la plus grande discrétion, les chefs militaires se retrouvent. Ça échange et au bout de quelques heures, on note la satisfaction. Car l'un des plus grands projets militaires, longtemps réfléchi, mûri, voit enfin jour. L'armée malienne se dote encore de nouveaux vecteurs aériens. Mais ceux de cette fois-ci sont de véritables bêtes de combat. Leur capacité et puissance de feu dépasse souvent l'entendement. Le drone Akinci, c'est un drone de l'entreprise turque Baykar, la même qui conçoit les TB2. C'est un drone, à la différence du TB2, qui a deux moteurs turbopropulseurs, ce qui lui permet d'aller à une altitude supérieure à 11 km et ça lui permet d'aller à des vitesses aussi grandes que 400 km/h. Nous avons une autonomie selon la configuration qui peut aller jusqu'à 24 heures. L'appareil il est capable de transporter des bombes
avec un poids total de 1500 kg. Nous avons des bombes de précision qui permettent de tirer avec de très grande précision. Il est équipé d'équipements de vision qu'on appelle les boules optroniques qui permettent de voir de jour comme de nuit. Ça peut couvrir tout le territoire national. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2020, l'armée malienne s'est totalement métamorphosée. Des équipements de pointe sont régulièrement mis à sa disposition. Ces actions sont l'un des vœux les plus chers au chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Grâce à l'écoute permanente du peuple malien, les plus hautes autorités du Mali ont placé le retour de la sécurité au sommet des priorités de l'État. C'est pourquoi Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a impulsé une nouvelle dynamique de transformation et de montée en puissance des forces armées maliennes. Grâce aux nombreuses acquisitions, tous sophistiqués, les uns plus que les autres, l'armée malienne a franchi des paliers inattendus, consolidant ainsi sa place dans le groupe des armées modernes. Aujourd'hui, avec ces nouveaux appareils acquis sur le budget national, nous franchissons un nouveau cap, toujours plus déterminé à ramener la paix dans notre pays. Nous œuvrons à étendre le maillage territorial et à trouver et neutraliser d'éventuelles menaces à n'importe quel point du territoire national. Je félicite le chef d'état-major général des armées pour l'engagement et l'esprit de sacrifice que les femmes montrent au quotidien. J'encourage les équipages et le personnel exploitant de ces appareils à en faire bon usage et à les maintenir dans les meilleures conditions et de donner au peuple malien les résultats qu'il attend de ces appareils. Fin 2024 annonce de belles perspectives pour les forces armées maliennes, car de nouvelles acquisitions seront bientôt présentées au grand public. Mises à jour, modernisées, les FAMA seront encore plus efficaces au sol, dans les profondeurs des eaux et dans les airs. Ouverture de la toute première semaine internationale de l'artisanat touareg au Musée national. L'artisanat touareg, vecteur de paix et de réconciliation dans les pays de l'AES. C'est le thème de cette rencontre de 6 jours. La cérémonie était présidée par le ministre en charge de l'artisanat, M. Mahmoud Afé, qui avait à ses côtés plusieurs personnalités. On en sait davantage avec Ibrahim Kaoukonati. À tout point de vue, le coup d'essai de la première édition de la Semaine internationale de l'artisanat touareg, SIAT, est doublement un coup de maître. D'abord sur le plan organisationnel, avec surtout l'installation d'un village factus touareg dans le jardin du Musée national. Ensuite, avec la toute première sortie du nouveau ministre en charge de l'artisanat, 24 heures seulement après sa prise de service. Le SIAT est une initiative de l'association Timidoua des artisans touareg. Nous, des artisans, l'association Timidoua tient à se mettre à la disposition pour accompagner notre transition pour tout ce qui peut amener la paix. Parce que sans paix, il n'y a rien. Tout ce qu'on part ailleurs pour trouver aujourd'hui, nous pouvons trouver ça chez nous, ici au Mali. C'est le baptême de feu du ministre et ça commence par l'artisanat. Ça nous a honorés parce que le ministère, c'est d'abord le ministère de l'artisanat, puis la culture, tourisme et industrie hôtelière.
Donc je suis très très content. Il s'agit ici de célébrer l'artisanat touareg dans le but de contribuer au vivre ensemble, d'où le thème artisanat touareg, vecteur de paix et de la réconciliation dans les pays de l'AES. On a été cette année choisi comme communauté invitée d'honneur pour ce lancement de l'artisanat touareg. Nous en sommes très fiers. C'est nos cousins, c'est nos petits-enfants. Nous sommes venus pour les accompagner dans leur initiative. C'est la première édition de ce grand rassemblement des artisans de notre pays et c'est ma première sortie. Et donc ce que je viens de voir, l'imagination et la créativité et les talents de nos artistes et surtout les sketchs et la musique touareg qui chante un peu l'épopée avec les chants de cohésion sociale, de vivre ensemble. C'est le Mali arc-en-ciel comme nous souhaitons voir. La semaine internationale de l'artisanat touareg se déroulera jusqu'au dimanche prochain, avec au programme l'exposition artisanale, des débats autour de l'artisanat et autres spectacles de musique. Un mot de littérature avec la publication d'un livre sur le parcours de Chérif Ousmane Madane Aïdara avec comme titre Le revivificateur de l'islam authentique. Son auteur est Moussa Diakité, étudiant à l'école de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Le point de cette cérémonie de lancement du livre avec Ari Djoumatina. Le guide spirituel d'Ansardine, Ousmane Chérif Madani Aïdara, dévoué pour la cause de l'islam fédérateur et authentique, continue de bénéficier des hommages et des reconnaissances. Un livre intitulé Chérif Ousmane Madani Aïdara, le revivificateur de l'islam authentique, vient d'être lancé. L'auteur est un jeune loup aux dents longues, Moussa Diakité, étudiant à l'école de journalisme de Bamako. Depuis mon enfance, j'ai écouté des prêcheurs du Mali. La manière de prêcher de Chérif Ousmane Madane Aïdara est unique, authentique, exceptionnelle. Si l'auteur, à travers son livre, marque son attachement à la vision du Chérif Ousmane Madane Aïdara d'un islam authentique, vous qui êtes là nombreux, marquez à travers votre présence votre attachement à la même vision. Le livre d'une centaine de pages comporte plusieurs aspects sur la vie du guide spirituel d'Ansardine, dont son parcours exemplaire. C'est quoi d'abord l'islam authentique? Quels sont les facteurs qui ont troublé cet islam? Et en fait, quels sont les combats qui ont été menés par Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara pour revivifier cet islam, pour donner un nouveau souffle à cet islam. Un sentiment d'enthousiasme parce que ce monsieur-là, qui n'a que 23 ans, il a eu extrêmement une idée d'écrire sur Chérif Ousmane Madani Aïdara. Vraiment, c'est quelque chose de très très extraordinaire. Vu son âge, vu son œuvre aussi, c'est qu'il a pu vraiment écrire sur Ousmane Madane Aïdara avec une bonne méthodologie de la recherche aussi, avec les grandes idées que le Chérif Ousmane Madane Aïdara a revivifiées dans l'islam. Vraiment, c'est quelque chose de très très extraordinaire. Plusieurs mouvements et associations acquis à la cause du leader religieux de renommée internationale ont salué et remercié l'auteur du livre, âgé seulement de 23 ans et qui a déjà à son actif 3 ouvrages. Nous arrivons à la chronique judiciaire. Elle traite du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le blanchiment de capitaux est un concept connu de longue date. L'emploi de la terminologie dans le domaine de la justice est récent. Très proche du financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux a pour but de dissimuler l'origine criminelle des fonds, permettant ainsi aux criminels d'en profiter sans attirer l'attention des autorités. Phénomène complexe, le blanchiment de capitaux avec ses effets négatifs représente un défi majeur pour l'économie mondiale. Les explications de Garibou Pérou et de Tayaba Diaouyakoui.
Mafia, fraude fiscale, délinquance financière ou encore corruption, l'argent sale ainsi obtenu est placé puis dispersé dans les systèmes via des montages complexes. En injectant dans les circuits bancaires ou dans l'économie réelle les fonds provenant d'une infraction pénale, ont fait disparaître leur origine illicite. L'argent qui était sale se trouve complètement blanchi. Au Mali, on a adopté le 17 mars 2016 une loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lorsqu'on regarde cette loi en substance, on voit que l'auteur de l'infraction va utiliser, par exemple, un système pour faire disparaître l'origine illicite des fonds. Donc, c'est des fonds qui sont entre guillemets sales qu'on va blanchir à travers les opérations qu'on va réaliser. Criminels ou délictuels, les blanchisseurs de capitaux franchissent les étapes et utilisent diverses méthodes. C'est le cas par exemple du placement avec les prête-noms, des casinos, des jeux de hasard, des sports, des métaux précieux ou des biens de luxe. L'argent passe par plusieurs mains pour éviter le repérage avant d'intégrer dans l'économie réelle. Dans le passé, les blanchisseurs utilisaient beaucoup le système bancaire. On va ouvrir un compte bancaire où on va faire des opérations dans lesquelles qui vont nous permettre d'injecter l'argent dans le circuit bancaire normal. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'immobilier. Parce que les banques sont soumises à des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. Ceux qui font ces pratiques-là sont très habiles. Quand vous allez mettre le bien à votre nom, lorsque l'OCLEI fera une enquête, on saura que ce bien-là vous appartient. Et si vous n'arrivez pas à justifier, on peut poursuivre pour enrichissement illicite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout cela? On crée une société au nom d'une autre personne, ou bien on va acquérir un bien qu'il soit immobilier ou mobilier au nom d'une personne. Donc ce sont des opérations dites de prête-nom. Réprimé par la loi, le blanchiment des capitaux a un lien avec le financement du terrorisme, laisse entendre professeur Keïta. Les deux sont intimement liés, mais ce sont des infractions différentes. Parce que comme on l'a vu pour le blanchiment, on va chercher à faire disparaître l'origine illicite des fonds. Maintenant, le financement du terrorisme, ce sont des moyens qu'on va mettre à la disposition des groupes terroristes. Et en pratique, les auteurs de blanchiment sont souvent liés au terrorisme. Parce que ce sont ces acteurs-là qui vont mettre des fonds, des moyens à la disposition des terroristes. Donc c'est pourquoi au Mali, on a adopté une loi qui incrimine à la fois le blanchiment de capitaux, et comme il y a un lien assez fort entre les deux infractions, ils sont traités dans une même loi. Criminalité transnationale organisée, les personnes assujetties à l'obligation de lutter contre le blanchiment des capitaux sont tenues de coopérer et de se doter de mesures plus robustes. Pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, le Mali a créé la CENTIF. Et en pratique, comment ça se passe? Je suis une banque, un client vient me voir pour ouvrir un compte ou pour faire une opération particulière. J'ai des doutes sur l'origine des fonds, mais en tant que banque, je ne suis pas habilité à faire des enquêtes. La loi m'oblige dans ce cas à faire ce qu'on appelle une déclaration de soupçon à la CENTIF. Elle doit dans ce cas saisir le procureur de la République. En matière de blanchiment de capitaux, la loi a prévu des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 7 ans et une amende dont le montant pourrait atteindre 3 fois les fonds qui ont été blanchis. On a donné la possibilité aux juges maliens de prononcer des sanctions à l'égard d'une personne morale. Donc là où on applique une peine d'amende de 1 million à une personne physique, pour une personne morale, ce serait 5 fois cette somme-là. Et en plus de cela, on a donné aux juges de dissoudre une personne morale qui a participé à ces infractions. Donc vous voyez quand même que l'arsenal malien aujourd'hui est assez riche. Complexe, le blanchiment des capitaux prend les formes sophistiquées. C'est ce qui rend aux enquêteurs la tâche plus difficile pour remonter jusqu'à la source de l'argent. Le blanchiment perturbe les normes sociales et nuit donc gravement à la sécurité nationale, voire mondiale. Et cet autre communiqué, la coordination des associations victimes du programme d'ajustement structurel composé de l'association des travailleurs partant volontaires à la retraite, l'association des militaires partant volontaires à la retraite,
l'Association des fonctionnaires retraités par anticipation, l'Association du collectif des conventionnaires de l'État, la plateforme politique et sociale Onco Mali se réjouissent de la nomination du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Le Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PASJ, prend acte de la nomination du nouveau gouvernement de transition. Cette étape intervient dans un contexte marqué par les défis sociaux, économiques et sécuritaires. L'ADEMA PASJ félicite le général de division Abdoulaye Maïga pour sa nomination en tant que Premier ministre de la transition. Le parti salue son expérience et son engagement. Le parti encourage la nouvelle équipe à travailler avec détermination pour relever les nombreux défis auxquels notre pays est confronté. Et nous arrivons à la page AES juste après ceci. L'actualité dans les pays de l'AES nous conduit au Burkina Faso avec l'ouverture des journées à faible émission de carbone à Bobo-Dioulasso. Les journées ont été ponctuées par des opérations de salubrité, des contrôles de réfrigérants, des véhicules à 4 roues, des échanges et séances de sensibilisation sur la gestion des déchets. Le reportage de Hassan Gourabou et Adaman Julien Daméli. Paris réussi. À Bobo-Dioulasso, les journées à faible émission de carbone, JFEC 2024, ont permis de mener plusieurs actions sur l'ensemble de la commune, en lien avec la réduction des polluants atmosphériques et la préservation du cadre de vie. Au nombre de ces actions, des opérations de salubrité, des contrôles de réfrigérants pour véhicules et des séances de sensibilisation sur la gestion des déchets. Le bilan dressé par la délégation spéciale à cette cérémonie officielle montre à souhait des motifs de satisfaction. Nous avons enlevé plus de 20 000 mètres cubes de déchets solides. Il y a eu 5 décharges sauvages que nous avons nettoyées et nous avons décidé que plus personne ne va verser les déchets dans ces décharges-là. Donc vraiment, nous demandons à nos populations de faire l'effort. Il y va de la santé de tout le monde. L'élimination de ces éléments-là, de ces déchets, va contribuer à inverser cette tendance, la dégradation de l'environnement et également aussi à rendre les gens encore le cas de vie sain et augmenter la santé des populations. Donc ça répond véritablement à nos attentes. Ces journées à faible émission de carbone, délocalisées pour la première fois à Bobo-Dioulasso, se tiennent sous le signe de la lutte contre les gaz à effet de serre et les maladies vectorielles. 12e du genre, la présente édition s'inscrit en droite ligne avec la vision du chef de l'État en ce qui concerne le développement communautaire. C'est toute la vision des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui sont instituées au Burkina Faso. Donc l'activité aujourd'hui, c'est un prolongement pour montrer que le Burkina Faso fait des efforts pour réduire son empreinte carbone, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d'autres gaz polluants. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre, qui vont continuer. Et pour consolider les acquis, le ministère en charge de l'environnement a saisi l'occasion pour remettre du matériel de salubrité au profit de la commune et des établissements scolaires bénéficiaires des clubs écologiques. Les partenaires ayant contribué à la réussite de cette édition 2024 des JFEC ont également reçu des attestations de reconnaissance. Au Niger, les forces de défense et de sécurité ont mené cette semaine des opérations de grande envergure. Au cours de celles-ci, elles ont procédé à des interpellations des suspects et récupéré des matériels de guerre et beaucoup d'autres objets. La synthèse avec Jocelyne Amoussou de la télévision nigérienne. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite, dans le cadre des efforts continus de renforcement de la sécurité, plusieurs interventions ciblées de l'opération NIA ont permis des avancées significatives dans la lutte contre les réseaux criminels. Le jeudi 21 novembre 2024, aux environs de 6 heures du matin, une unité des forces de sécurité opérant dans le secteur de Tamou a intercepté un important ravitaillement logistique destiné probablement aux groupes criminels évoluant dans l'est du Burkina Faso.
Le véhicule suspect, en route pour rejoindre Botou au Burkina Faso, a été appréhendé avec une quantité significative de vivres et de céréales. Dans la même dynamique, un renseignement exploité avec efficacité a conduit à l'arrestation, toujours à Tamou, d'un individu identifié comme un complice actif des réseaux criminels. Par ailleurs, lors d'une patrouille dans la zone de Dargol, un présumé terroriste, dénoncé par des sources collaboratrices, a été arrêté par un détachement militaire. À Tera, dans la matinée du 21 novembre, vers 4 heures, une opération conjointe a été menée à proximité des sites de déplacés internes situés près des cimetières musulmans de la ville de Tera. L'intervention planifiée suite au lancement de l'opération Nassara 1 le 16 novembre 2024 visait à contrer la possible infiltration d'éléments terroristes affiliés au GSM et à l'EIGS parmi les populations déplacées. Bien que l'opération n'a pas permis de saisir des armes, elle a conduit à l'interpellation de 39 individus suspects. Ces derniers ont été transférés au commissariat de police pour identification et investigation complémentaires. Dans la même région, sur la rive gauche du fleuve, la situation sécuritaire dans la zone d'Almahou est sous contrôle. Cependant, en mi-journée du jeudi 21 novembre 2024, les éléments déployés à Kandaji ont réalisé un coup de filet important en procédant à l'arrestation d'un individu bien connu dans la région pour ses liens présumés avec des groupes criminels. L'intéressé est également fortement suspecté d'avoir participé à la planification de l'attaque récente contre les infrastructures du contournement de Kandaji. Il a été immédiatement transféré à la brigade de la gendarmerie où des investigations approfondies sont en cours pour établir ses responsabilités et identifier d'éventuels complices. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une mission de reconnaissance offensive menée dans les environs de Gawai a été confrontée à une attaque par un groupe criminel. La réaction rapide et déterminée des forces engagées a permis de neutraliser la menace avec succès. Le bilan de l'affrontement fait état de 3 terroristes tués, 8 individus interpellés pour enquête dont 2 blessés, 6 armes récupérées, 3 motos détruites. Dans le nord du pays, dans la zone de défense numéro 8, dans le cadre du renforcement des efforts pour la souveraineté nationale et la lutte contre l'impérialisme, un groupe significatif d'anciens combattants du Front patriotique de libération s'est rallié aux autorités nationales et ont officiellement déposé les armes à Madama, marquant leur engagement à contribuer activement dans la cohésion sociale ainsi que la mobilisation nationale contre toutes les formes d'ingérence dans la défense de notre indépendance. Le groupe a remis un important lot de matériel comprenant plusieurs armes lourdes et légères, des équipements de communication, des véhicules ainsi que des milliers de munitions variées. Du nouveau dans les librairies pour la paix et la cohésion sociale contre les discours de haine à des rencontres de Bamako 2015 à 2018. C'est l'intitulé de ce nouvel ouvrage du mouvement Mali Valeurs Peine Mali. Cette œuvre est le fruit des travaux de plusieurs années de recherche. Elle fait la synthèse des communications présentées et débattues au cours des colloques tenus entre 2015 et 2018 par le mouvement Mali Valeurs. Des communications en lien avec l'ethnicisation, la montée de l'extrémisme violent, les crispations religieuses et communautaires et bien d'autres. Voilà, un livre désormais disponible dans les librairies du sport, coupe de la Confédération. Le stade malien de Bamako entame la campagne ce mercredi en recevant les Sud-Africains de Stellenbosch FC dans le groupe B. Vainqueurs de l'épreuve en 2009, les Blancs ont l'ambition d'ajouter une deuxième étoile à leur palmarès. La direction du club a mis les bouchées doubles pour relever le défi. Les enjeux de cette confrontation avec Siragatou Sissé. Le stade malien de Bamako, en ordre de bataille, tire la couverture sur lui pour entamer la phase de groupe de la Coupe de la Confédération.
au complexe sportif. La mobilisation est totale pour accompagner les Blancs vers la gloire. Le match compétition africaine, c'est le haut niveau. Il faut les préparer mentalement, physiquement, tactiquement. Le football, ce n'est pas le talent seulement. Il ne s'agit pas d'être trop technique, c'est d'avoir d'autres pistes encore, se motiver encore, parce que si la motivation est intrinsèque, je pense que ça va aller. Pour qu'on puisse être dans le match de la première minute jusqu'à la 10e minute. On est prêt. C'est une grande compétition, donc nous sommes en train de mettre tous les moyens en place pour pouvoir entamer ce match. On prépare le match très sereinement. Nous sommes en train de procéder au dernier réglage avant le jour J même. Alhamdoulilah, l'ambiance est bonne et tout. On se prépare sereinement, très sereinement et calmement donc avant les matchs. Depuis 2009, le Stade Malien de Bamako court derrière sa 2e étoile en Coupe de la Confédération. Pour cette campagne africaine, la direction du club accompagne les acteurs. On ne peut pas être qualifié pour ne pas être prêt. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs sont prêts. Ils ont hâte de commencer cette compétition. Je leur souhaite bonne chance, vraiment. Le premier adversaire sur son chemin s'appelle Stellenbosch FC d'Afrique du Sud. Un club sans palmarès sur la scène africaine. On va travailler sur notre force, essayer d'anéantir un peu leur force pour qu'on puisse vraiment avoir les 3 points à domicile. On est en train de les suivre sur les réseaux. On a pris quelques informations sur eux. Donc en fonction de cela, le coach est en train de mettre son stratégie en place pour pouvoir les affronter. Oui, il y a la motivation. On est tous excités pour entamer ce match. Voilà, parce que les enjeux sont beaucoup. C'est une grande compétition. Voilà, donc on est tous prêts. On se focalise sur nous d'abord parce que focus sur nous-mêmes avant de te concentrer sur l'adversaire. Mais déjà, on sait de quelle façon eux ils jouent. Ce sont des joueurs qui sont bien techniquement. Mais bon, comme vous le savez, le Stade Malien, c'est toujours sur le plan physique et technique à la fois, et tactique aussi. Donc, quand même, nous, on va se focaliser sur nous-mêmes d'abord avant les matchs. Les Sud-Africains se sont bien rodés avant ce match face au Stade Malien de Bamako ce mercredi. Ils ont 7 journées de championnat dans les jambes. Stellenbosch est 4e au classement avec 12 points, 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 8 buts marqués et 4 buts encaissés. Le Stade Malien de Bamako, logé dans le groupe B, aux côtés de la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, les Angolais de Desportivo d'Assoul et des Sud-Africains de Stellenbosch aura besoin de ses supporters pour relever le défi. Sans les supporters, je peux dire que le football, ce n'est pas trop ça. Même lors de la Covid, on a senti ça. Donc nous, on compte beaucoup sur nos supporters pour le match de mercredi, qu'ils sortent massivement pour nous soutenir. C'est le 12e homme. Voilà, donc on appelle à ce que les supporters viennent nous soutenir, viennent nous pousser pour qu'on puisse remporter ce match, pour empocher les 3 points. Le match Stade Malien de Bamako Stellenbosch est prévu ce mercredi 27 novembre à 16h au stade du 26 mars. À mettre donc dans vos programmes et vous pourrez suivre la deuxième partie de l'émission Grain de Midi d'Ambé Kene sur les origines des Soniké. Tamsir Diabaté reçoit sur son plateau Golé Tunkara, Mamadou Sako dit Grand Griot pour ce voyage dans l'univers des Sarakolé. D'Ambé Kene, c'est demain mercredi 27 novembre à partir de 11h sur ORTM1 et nos différentes plateformes digitales. Voilà, Dambé Kene sur les vaillants Sarakolé à mettre dans vos programmes. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jour 2 de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Restons mobilisés avec les survivantes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement,